Bonjour et bienvenue à toutes et à tous au Dakar Green Talk. Je suis Joan Siotonevch et je serai l'animateur aujourd'hui. Quelques informations pratiques pour commencer. Les sessions se tiendront en français et en anglais. Si vous souhaitez poser des questions aux orateurs, veuillez utiliser l'outil de questions-réponses Zoom pendant la durée de la conférence. Une sélection de questions sera posée aux orateurs à la fin de ces Dakar Green Talk. Pour commencer, veuillez accueillir l'ambassadeur du Portugal à Dakar, Vítor Sereno, pour le mot de bienvenue. Merci, João. Cher secrétaire d'État, Son Excellence Francisco André et Son Excellence Moïse Sarr. Chers orateurs de ce Dakar Green Talk, Pour l'ambassadeur de Portugal. Alexandre Farto, Djibi Dia, Luís Figo et Ramon Inaraja. Chers collègues ambassadeurs, cher public, au Portugal, au Sénégal, en Europe, en Asie et dans toute l'Afrique de l'Ouest qui s'est inscrit pour nous suivre en direct aujourd'hui depuis Dakar. Nous avons plus de 230 participants inscrits pour nous suivre en direct. L'intérêt que cet événement a suscité est remarquable et il est dû à la qualité de nos orateurs. Rien de tout cela n'aurait été possible sans le partenariat avec la délégation de l'Union européenne à Dakar. Dans le meilleur esprit de Team Europe, je suis donc honoré d'avoir avec moi aujourd'hui la chef de délégation de l'Union européenne en République du Sénégal, Irène Mingasol. Un mot très spécial à la Chambre de commerce et d'industrie Portugal-Sénégal et à son président Gonçalo Trenas, notre partenaire fiable et qui nous soutient dès la première heure sur cette initiative. Chers amis, lancer une conversation d'un mois entre l'Europe et l'Afrique sur les questions vertes. Tel est, pour être direct et clair, l'objectif principal de ce Dakar Green Talk. Nous le ferons dans le cadre de l'actuelle présidence portugaise du Conseil de l'Union européenne. Pour le faire, nous avons réuni des politiciens et des chercheurs universitaires, des institutions financières multilatérales, des artistes et des hommes d'affaires, le secteur privé et le secteur public ensemble pour discuter et débattre sur le développement durable et des investissements verts. Nous partagerons des expériences concrètes, des approches innovantes et des opportunités pour mobiliser des capitaux privés et publics en faveur de la transition verte en Afrique. Nous soulignerons également comment les modèles commerciaux verts et durables sont rentables, créent des emplois et génèrent de la richesse tout en contribuant à la réalisation des objectifs climatiques. Ceci est particulièrement opportun dans le contexte de la reprise post-pandémique. We will look at how new concrete initiatives are emerging, as well as innovative approaches in order to stimulate green investment in West Africa. From sustainable mining in Kolda, Senegal, to university research in eco-agriculture, to artworks that bring Europe and Sierra Leone together based on mutual understanding and tolerance, and the great work of the European Investment Bank and Team Europe. We have an ambitious agenda for this afternoon. It is, in my opinion, with this holistic approach that we can stimulate a friendly and fruitful green discussion between the two continents. The aim
is not to set in stone in the next 60 minutes definitive answers to answer all the challenges this subject faces, but it is instead to engage in an informed discussion about possible solutions, ideas, and to share concrete and real experiences that have worked in West Africa. My dear friends, ladies and gentlemen, the sustainability of companies is essential for the future of the planet. Society in general, consumers, business customers, and investors are now more environmentally conscious, so the demand is growing. Organizations know it, or they should, if they want to prosper and succeed in the future. In fact, we'll hear today that it's possible to create such green jobs in Africa in partnership with Portuguese investors. It is not easy, but following what this embassy has been doing for the past 3 years to represent the modern and competitive Portugal to all of West Africa, it is indeed possible. Chers amis, l'engagement du public est essentiel dans ce domaine. J'invite donc tout le public à poser des questions dans la période de questions-réponses comme expliqué. Mais les discussions continuent. Donc, tous ceux qui nous regarderont plus tard sur YouTube peuvent poser des questions additionnelles sur notre site web ou sur notre page Facebook. La conversation ne fait que commencer et il est, entre guillemets, le temps d'agir pour une reprise juste, verte et numérique. C'est la devise de l'actuelle présidence portugaise du Conseil de l'Union européenne. Je vous remercie et je vous souhaite à tous, orateurs et publics, un ensemble de séances de travail productives. Thank you. Merci beaucoup. Muito obrigado. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Le titre de la prochaine session est Stimuler l'investissement vert en Afrique. Nous avons l'honneur d'avoir comme orateur Francisco André, secrétaire d'État aux Affaires étrangères et à la coopération du Portugal, et Moïse Sarr, secrétaire d'État auprès de la ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Monsieur le secrétaire d'État Francisco André, s'il vous plaît, la parole est à vous. Merci, João. Excellence, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de participer virtuellement dans cette Green Talk organisée à partir de Dakar. Je tiens tout d'abord à remercier à son Excellence Moïse Sarr, secrétaire d'État aux Affaires étrangères du Sénégal, qui a répondu favorablement à ce défi. I would also like to welcome and to thank all the speakers joining us today in this debate. Djiby Dia, Ramon Inaraja, as well as my fellow countrymen, Luís Figo and Vils, two remarkable professionals in their areas and with long-term connections to the African continent. And finally, of course, I would like to warmly thank Ambassador Vítor Sereno for everything that invested so much in this initiative. Muito obrigado, Vítor. Mesdames et Messieurs, chers amis, permettez-moi de faire un bref encadrement de cette initiative et de la placer dans le contexte de nos actuelles responsabilités tant que présidence portugaise du Conseil de l'Union européenne pendant ce premier semestre de 2021. Le Portugal, en partenariat avec la Banque européenne d'investissement, a décidé de lancer un mois de dialogue entre pays africains et européens sur le thème de la transition et de l'investissement vert. Ce dialogue démarre aujourd'hui ici à Dakar, précisément avec cette Green Talk. Le dialogue se poursuivra en Afrique et en Europe jusqu'au forum de haut niveau Afrique-Union européenne sur l'investissement vert qui se tiendra à Lisbonne le 23 avril. Nous voulons soutenir le débat et le partenariat entre les deux continents, en vue d'approfondir leurs objectifs communs en matière de développement durable et d'investissement vert.
Ces thèmes sont cruciaux dans le contexte actuel et en vue de la reprise après la pandémie. Mesdames et messieurs, mes chers amis, l'Afrique est une émettrice très basse de gaz à effet de serre mondiaux, mais elle paye un lourd tribut au dérèglement climatique. La transition énergétique et l'économie verte ne sont pas une contrainte. L'économie verte, c'est aussi une opportunité du point de vue de la croissance et de l'emploi. Elle est aussi un vecteur d'opportunité pour le marché en Afrique comme en Europe. Ce n'est pas uniquement défendre la protection de l'environnement, mais c'est aussi de s'inquiéter du social et de la création d'emplois. Les acteurs sociaux et économiques n'ont plus besoin ni envie de choisir entre bien faire et faire bien. Les femmes et les hommes d'affaires en Afrique et en Europe sont tout à fait conscients de la nécessité d'intégrer ces préoccupations environnementales et ces préoccupations sociales bien au cœur de leur projet. Ainsi, nous devons aider à faire avancer cette dynamique qui dépasse les frontières de politique et qui prend ses racines directement dans la société. Mobiliser l'ensemble des acteurs économiques, industriels, les artisans, les agriculteurs, les acteurs sociaux, patronaux et politiques. Consolider un agenda robuste de solutions et de protection. Mesdames et messieurs, des initiatives privées et publiques dans le domaine de la transition verte se multiplient un peu partout et dans tous les secteurs. Dans le domaine de la mobilité, de la planification urbaine, de la gouvernance alimentaire, de l'habitat et l'énergie. Mais nous le savons tous que l'argent public et les budgets des États ont toujours des limites. Il faut donc utiliser ces ressources de l'État pour servir de levier. Nous devons engager dans ces investissements tous les acteurs possibles, soit les fonds d'investissement privés, les banques multilatérales, et les aligner dans une seule direction. Comme j'ai déjà dit, la transition verte et les investissements verts ne sont pas une contrainte, sont une opportunité écologique, bien sûr. Mais les bénéfices de la transition verte sont aussi une opportunité pour l'économie, pour l'emploi et pour la compétitivité. Il faut donc agir sans plus tarder. Le thème de la présidence portugaise de l'Union européenne, c'est précisément le temps d'agir pour une reprise juste, verte et numérique. Merci de votre attention. Merci. Nous donnons maintenant la parole à Monsieur le secrétaire d'État, Moïse Sarr. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur, Monsieur le secrétaire d'État aux Affaires étrangères et à la coopération de la République portugaise, Madame l'ambassadrice de l'Union européenne, Monsieur l'ambassadeur du Portugal au Sénégal, Monsieur le représentant de la Banque européenne d'investissement pour le Sénégal, Monsieur Luis Figo, président de la Fondation Luis Figo et légende du football, chers panélistes, chers participants, c'est avec beaucoup de plaisir que je prends part à cette table ronde sur un thème majeur à la fois d'actualité et d'avenir, qui est celui de la transition écologique. Comme pour contrer la pandémie de la COVID-19, qui a exposé nos vulnérabilités collectives, l'action sur le climat requiert également une solidarité internationale et un multilatéralisme inclusif. En cela, l'initiative de ce dialogue de haut niveau entre l'Union européenne et les pays africains sur cette question est à saluer, puisqu'il s'agit d'un défi qui nous interpelle tous, celui d'un monde avec des émissions nettes proches de zéro. Pour ce faire, c'est ensemble, gouvernement, secteur privé, société civile, milieu académique et universitaire, organisations de travailleurs, jeunes et femmes, entre autres, que nous devrons œuvrer dans le cadre d'un partenariat mutuellement bénéfique en vue de partager nos expériences et nos bonnes pratiques en la matière. Mesdames, Messieurs, la solidarité devrait en priorité s'orienter en direction des pays en développement, en particulier les pays les moins avancés qui, tout en étant les plus exposés aux conséquences dévastatrices du réchauffement de la planète, peinent encore à rassembler des ressources adéquates
pour y faire face convenablement. Au Sahel, en particulier, ces questions se posent sous l'angle de la prévention des conflits, de l'impératif d'intégrer la dimension climatique au nexus paix, sécurité et développement. En effet, les tensions communautaires entre éleveurs et pasteurs, les déplacements forcés des populations, la compétition pour les ressources, les régions côtières, la dégradation ou le dérèglement des écosystèmes sont autant de défis qui pourraient être pris en charge dans le cadre des investissements verts et structurants. La situation est d'autant plus préoccupante que l'objectif initial de 100 milliards de dollars par an au titre du Fonds vert climat est loin d'être atteint. Sur la période 2015-2018, le fonds n'était capitalisé qu'à hauteur de 10 milliards de dollars américains. L'autre défi de taille qui se pose est le déséquilibre de l'allocation des fonds qui se fait largement au profit de l'atténuation, soit 75% des ressources au détriment de l'adaptation. Sous ce rapport, en plus d'un rééquilibrage des ressources entre ces deux priorités, les pays en développement, en particulier les PMA, en appellent également à une simplification des procédures de financement jugées trop lourdes. Et pour cause, si on s'en tient aux prévisions du programme des Nations Unies pour l'environnement, ce sont 300 milliards de dollars par an qui seront nécessaires d'ici 2030, rien que pour les mesures d'adaptation de ces pays. Cette situation doit sonner comme une alerte de l'intensification de la mobilisation, en particulier des pays industrialisés, que nous exhortons à consacrer davantage de ressources en faveur du climat. Je salue à cet égard l'action des pays européens qui figurent parmi les premiers partenaires publics dans ce domaine. À titre d'illustration, des pays comme l'Allemagne, comme le Danemark, comme la France, la Norvège, le Royaume-Uni, la Suède ont annoncé doubler leur contribution initiale du fonds pour la période 2020-2023 lors de la conférence de donateurs tenue à Paris en octobre 2019. Conformément aux engagements pris au sommet sur l'action climatique, dans ce ordre d'idée, la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national et des plans nationaux d'ajustement, en particulier dans les paiements, requiert une mobilisation effective des ressources financières prévues au titre de l'article 6 de l'accord de Paris. C'est ainsi que l'on pourrait favoriser le transfert de technologies, de compétences et de financement par une réduction substantielle des coûts de la transition écologique, y compris par le biais de la coopération Nord-Sud, Sud-Sud et triangulaire. Mesdames, Messieurs, je voudrais à présent vous entretenir un peu de l'expérience du Sénégal en tant que pays sahélien à la lumière de la déclinaison environnementale du plan Sénégal émergent intitulé PSE Vert. Comme vous le savez, le PSE lancé par le chef de l'État, son Excellence, M. le Président Macky Sall, en tant que cadre de référence des politiques publiques, accorde une grande priorité à la transition écologique. Cette démarche vise à contrer l'impact néfaste des changements climatiques, notamment dans le domaine de l'agriculture, des ressources en eau, des zones côtières et de la santé. Le programme national de reforestation s'inscrit ainsi dans une logique de gestion durable des terres et de préservation de nos écosystèmes qui matérialise la volonté du Sénégal de développer concomitamment l'atténuation et l'adaptation. C'est dans ce cadre que le gouvernement œuvre résolument à la réalisation des programmes de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille verte qui visent à reverdir le Sahel et à améliorer sensiblement les conditions de vie de millions de personnes exposées à l'insécurité alimentaire chronique en dépit des fortunes diverses rencontrées par le programme dans les 11 pays censés concernés. Son niveau de mise en œuvre est plutôt encourageant au Sénégal. En outre, sur le plan réglementaire et institutionnel, le Sénégal a lancé une stratégie nationale pour la promotion des emplois verts, inspirée du rapport exploratoire sur l'économie verte. C'est une stratégie qui a déjà conduit à la création d'environ 2000 emplois, a d'ailleurs été récompensée en 2019
du prix pour les politiques d'avenir de l'Organisation internationale du travail. Par ailleurs, le Sénégal insiste particulièrement sur le volet de l'adaptation, en déployant un ambitieux programme sur le mix énergétique décliné à travers l'édification de centrales solaires et des parcs éoliens dont l'objectif est de porter la part des énergies renouvelables à 30% à l'horizon 2030. Fort de tous ces enjeux, le Sénégal a validé sa contribution déterminée au niveau national CDN, estimée à 13 milliards de dollars américains, dont 8,2 milliards pour la partie conditionnelle. De façon spécifique, la CDN vise un rééquilibrage des ressources entre les mesures d'atténuation et d'adaptation en prévoyant respectivement 8,7 et 4,3 milliards de dollars. Par ailleurs, tenant compte de son ambition de producteur de pétrole, prochainement, le Sénégal soutient également l'application du prélèvement de 5% sur les mécanismes de marché prévus par l'article 6. Mesdames, Messieurs, les efforts dans ce domaine nécessitent un accompagnement constant de partenaires bilatéraux et multilatéraux, mais également et surtout une implication du secteur privé dont le rôle est essentiel dans ce cadre. Il en est de même des autres acteurs comme les milieux académiques et universitaires, la société civile et les collectivités locales. En cela, je me réjouis de l'accompagnement du Fonds vert climat qui a réservé au Sénégal 88 millions de dollars. Je termine. Et ce financement est destiné à l'électrification au solaire de 100 villages, un projet qui sera exécuté par l'Agence sénégalaise de l'électrification rurale. Je vous remercie de cette contribution du Sénégal et reste à votre entière disposition. Merci beaucoup. Thank you, Your Excellencies. The title of the next panel is Rethinking How Private Actors Can Support African Green Entrepreneurship. We will have Alexandre Farto, aka Vils, one of the best street artists in the world. Djiby Dia, academic researcher at the Institut Sénégalais de Recherche Agricole, and Luís Figo, chairman of the Fundação Luís Figo, former football player and Ballon d'Or 2000. To discuss this very interesting and challenging topic, Vils, please, the floor is yours. Thank you very much. Good afternoon and bonjour. Vitor invited me to do a small talk about how I started and how I do my work and how green, the green questions that all the world is raising is related to my work and my practice. I started as a street artist, so working mostly on the streets. As you can see behind me, it's one of my works that I did in Rio, in one of the favelas, where we work closely with communities. So a lot of the work that I do is on the public space, and is usually worked closely with the community. I also did the project in Dakar, and I did in different cities as well, all over the world. What I can bring here is to share that I started as an artist working mostly on the streets by myself, and all my practice was always laid down in two very strong things for me that are very important, which is work closely with communities and give visibility to situations where tensions and subjects that are not talked on the public domain have a focus, and that's a lot of the work that I do is with communities that are going through attention with the local authorities, with the companies, real estate, and so on. And I work closely with them to create a project together. On the other hand, I work a lot with, I do a lot of exhibitions in different places, from museums, galleries, and also in the public space. And one thing that it's in common of everything I do, I work a lot with things that the world doesn't care. So I reclaim old doors, I reclaim old buildings, that I take the walls and I work on them. So even unconsciously, because I didn't have the resources to create art when I was starting, I was working mostly with materials that were reclaimed from the city.
and gave them value in a different way. So in a way, it's a circular economy, because we go and we really collect mostly the garbage or that the city doesn't care, and we turn it around. And then I started by myself, but now the studio has 20 people. I have another gallery that works with artists from from this field, and also work with different concerns, including the environment and how we can be sustainable, our presence in this planet. And we work with almost 50 artists, and it's another team. And then I have a communication agency. So now we in total we have 50 people. And I brought to all these companies that I worked on always this thought of one man's trash is the other man's gold, and it's just a question of how you see it, how you turn it around. And some of the garbage that I collect sells for quite some money now, and that's a proof that it's possible to look at things in a different way. And that sustainability comes also from us taking care of everything that we produce and throw away as well. So thank you. Merci. Thank you. Merci. Thank you. Pour continuer à repenser la manière dont les acteurs privés peuvent appuyer l'entrepreneuriat durable africain, nous donnons maintenant la parole à Djiby Dia, chercheur à l'Institut sénégalais de recherche agricole. S'il vous plaît, à vous la parole. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je voudrais saluer l'excellence, Monsieur l'ambassadeur du Portugal. Saluer aussi l'ambassadeur de l'Union européenne. Saluer le responsable de la Banque aussi, messieurs les secrétaires d'État et tous mes co-panélistes. Donc, vous remercier pour cette invitation. Il va être assez difficile de parler en 5 minutes, voire 10, sur ce sujet extrêmement important. Mais je vais essayer de résumer pour aller très vite, pour essayer de vous parler un peu des pistes sur le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire. On comprend très bien que l'agriculture, de façon générale, a besoin de beaucoup d'investissements. Pas seulement que des investissements publics, mais aussi des investissements privés. Les États africains ont beaucoup fait, mais on note qu'il y a encore beaucoup à refaire, beaucoup d'investissements à mettre sur le secteur de l'agriculture pour répondre aux défis de l'alimentation. En Afrique subsaharienne, en tout cas, la part moyenne des dépenses publiques sur l'agriculture tourne autour de 6,5% du PIB agricole. Ce qui a été un constat qui avait été fait à la réunion de Maputo en 2003 et qui a été prolongé par celle de Malabo en 2013, qui reconnaissait vraiment que les investissements des pays africains pour l'agriculture étaient très faibles et qu'il fallait prévoir de les porter à 10% du produit intérieur brut. Beaucoup de pays n'y sont pas arrivés, fort heureusement, en tout cas pour le Sénégal, que je connais mieux, on a atteint les 10% et parfois même un peu plus, qui a été magnifié par certains organes. Mais il faut comprendre qu'il est fortement recommandé et même impérieux d'accroître les investissements dans le secteur de l'agriculture. Parce qu'il y a plus d'impact quand on investit dans le secteur agricole que dans d'autres secteurs. Beaucoup d'études, en tout cas, l'ont démontré. La croissance du PIB agricole est environ 3 fois plus efficace que celle des autres secteurs, comme l'industrie ou le secteur manufacturier, et même le numérique qui tend à gagner beaucoup de points sur l'économie.
Et tout cela, quand on regarde en termes de réduction de la pauvreté, il est beaucoup plus, en tout cas important, d'investir sur le secteur agricole qui donne beaucoup plus d'impact. Alors, et pourquoi tout ça? Parce que il faut comprendre qu'il y a des pistes qui peuvent être vraiment explorées et qui peuvent être à l'origine de plus-value économique quand on regarde un peu ce qui se passe dans nos pays en Afrique de l'Ouest. Aussi surprenant en tout cas que cela puisse paraître, l'urbanisation en tout cas en Afrique a été très très rapide et la part des marchés urbains, notamment nationaux, est désormais dominante un peu partout en Afrique, ou même presque partout. Si on donne des exemples, en Afrique orientale et en Afrique australe, 30% de la population est urbaine. Et cela représente 40% de la consommation alimentaire nationale et environ 50% des achats sur les marchés alimentaires. Si on descend un tout petit peu en Afrique de l'Ouest, ces proportions sont d'environ 40%, 50% et même 60% respectivement. Comparativement à la Chine et en Asie du Sud-Est, on est environ entre 45, 55 et 65%. Cela montre un peu qu'il faut davantage de débats nationaux en Afrique sur ces questions pour pouvoir davantage enrôler les acteurs pour mieux investir sur le secteur de l'agriculture, notamment des investissements privés. Parce que des demandes supplémentaires sont en train de naître, il y a des marges de progrès très, très importantes. Il y a aussi des niches importantes qu'il faut explorer, car les besoins alimentaires sont là et ne peuvent être totalement pris en charge par les produits importés. On en importe beaucoup, mais il y a encore des marges énormes à gagner au point de vue local. Donc, les volumes de consommation urbaine sont devenus massivement plus importants et les chaînes d'approvisionnement alimentaire, quand on le regarde rural vers urbain, se sont développées et on l'estime d'ailleurs à 800% en Afrique. Donc, il y a vraiment beaucoup d'avantages comparatifs sur beaucoup de produits qui peuvent être valablement exploités par les décideurs privés, donc le secteur privé pour accroître ça. En tout cas l'économie et les économies nationales à partir de l'agriculture. Alors donc, pour tout cela, il nous faut produire plus, mais il nous faut produire mieux pour être dans des standards de production durable. Ça veut dire qu'il faut investir davantage sur une agriculture durable parce qu'il y a beaucoup de limites qu'on voit sur notre façon de faire de l'agriculture. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut explorer peut-être une troisième voie, celle de l'agriculture ou celle de l'agroécologie, où des investissements sont aussi nécessaires, mais pour lesquels il y a toujours des retours sur investissement qui sont assurés. Alors, pourquoi insister sur l'agriculture écologique ou l'agroécologie? C'est parce que c'est une pratique qui nous permet de lutter contre la perte de fertilité de nos terres. Et malheureusement, c'est l'un des phénomènes les plus graves que traverse l'agriculture africaine, cette question de fertilité des terres. L'autre effet, c'est qu'il y a une forte atténuation des effets des changements climatiques par l'agriculture biologique, l'agriculture écologique. Et je crois que le secrétaire d'État aux Affaires étrangères au Sénégal en a parlé et on fait énormément d'efforts au Sénégal pour mitiger un peu les effets du changement climatique. Cela aussi permet d'enrôler davantage de petits producteurs et de lutter contre la pauvreté. Donc, des niches. Oui. Pardon, je vous invite à terminer. Compte tenu des contraintes de temps. Merci. D'accord. Donc, ça nous permet en tout cas d'enrôler davantage de petits producteurs et de miser sur des crédits carbone, en misant aussi sur des produits de niche, notamment pour la grande distribution, qui aujourd'hui aussi peut être un élément fondamental d'investissement, parce qu'au Sénégal, on a encore de la marge pour pouvoir renforcer l'économie agricole à travers, en tout cas, des filières très organisées qui peuvent être valorisées. Les freins sont là,
ce sont surtout les questions d'investissement sur les intrants et notamment l'engrais organique, parce que en termes d'agroécologie, l'engrais organique ou la fumure, c'est un investissement lourd et c'est un frein très fort pour nos petits producteurs. Sur les infrastructures aussi, sur les équipements et aussi sur la recherche qui peuvent aussi permettre d'avoir des retours sur investissement. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup. May I remind you that you can continue to write questions in the Q&A Zoom menu to any of our speakers. We will have a Q&A session in the end of the Dakar Green Talk. To continue to discuss this very interesting subject, we will now have on stage Luís Figo, Chairman of the Fundação Luís Figo and Ballon d'Or 2000. Luís Figo, please, the floor is yours. Good afternoon. I'm Luís Figo, president of the Luís Figo Foundation, former football player and a businessman with investments in West Africa. To the Portuguese embassy in Dakar, and especially to my good friend, Ambassador Vitor Sereno, thank you for the invitation. I would like to join all the previous speakers in congratulating the embassy, the Portuguese government, and the European Investment Bank for this out-of-the-box initiative. I believe the Portuguese embassy hashtag is Portugal Moderno e Competitivo, and this conference is really proving it in my view. For me, and we'll try to explain during the next minutes, the participation of the Senegalese and Portuguese governments in this conference is also key. The presence of the both secretaries of state, Moisés Sarr and Francisco André, here today really makes a big difference. Green has really been the color of all my life. I thought the first football pitches where I play as a child were not exactly green, more the color of the street pavements of my street. I rapidly progressed to playing in beautiful green grass with Sporting, mythical green shirt. When your life begins in sport, you know that different profiles, different backgrounds, and people as diverse as we are here today in this Dakar Green Talk can add up to something greater than we individually. As a team, we go further. Europeans and Africans working together, we can achieve clean, green future that is economically interesting and profitable to both. However, these are only words. It is up to us to do it every day in the real life, with the real business, taking real risks. That is my opinion. From my side, I continue to try to do it in Kolda, in Senegal, in Baila, in Mandiana, and Sigiri, in the different projects that my company have in Africa. And our main objective is the promotion, research, and development of mining projects. In Kolda, in Senegal, where I think I know the previous speaker, Professor Dia, has grown up, we have more than 2,000 square meters of clean, eco-friendly phosphate exploration. We do it in a participatory development green agenda through clean investments in the mining sector, enabling through a process of mutual benefit to explore various natural resources. This is not a mere mission statement. This means very concrete things as working daily with and learning, of course, from the local communities, following national environmental laws and international best practice. This sometimes means, of course, more expensive mining procedures, but I think a greener future for everyone.
locally and crucially, a safer, smarter, long-term return from the investment that we are able to do. This is my main message today for all the Portuguese business persons in the audience. Green investment, building a bridge between the European and local private sector alongside state entities can be profitable in Africa. It's not easy, but I think is possible. This is why with the Damash Minerals, my company, we have important and significant mining concessions in West Africa. All the information we can check in online, and we are looking forward to working further with the Senegalese government on this and new ideas too, to consolidate the green investment bridges between Africa and Europe. As I said in the beginning, green has been the color of my career, from football pitches to the green investments in West Africa. Participating in this inaugural Green Talk and reinforcing the sustainable component of the work of my foundation, that I'm very proud, because this year we made 18 years that we start to work in terms of social work. I'm very proud to say that to putting a green twist in everything I currently do, either in my work in football with UEFA. So I'm really looking forward to know the deliverables of this conference, as I strongly believe that discussion amounts a set of so important speakers, so as diverse, from government, officials, artists, academics, businessmen, bankers, and engage as in green and sustainable ideas, can produce a few useful insights in these vital issues. Sustainability, ecology, and our common Europe and Africa green future. Many thanks for your time, and I'm also 100% available to answer any questions you may have during the Q&A. And I hope the road to Lisbon Forum will be as successful as the one of the Portuguese national team leading to the European Cup. Thank you so much. Merci. Merci beaucoup. Nous allons maintenant pouvoir mieux connaître le travail que fait la Banque européenne d'investissement au Sénégal, ainsi qu'avoir quelques remarques finales suivies de la période de questions et réponses. Nous donnons maintenant la parole à Ramon Inaraja, représentant de la Banque européenne d'investissement pour le Sénégal. Obrigado, muito obrigado, João. Excellence, Madame l'ambassadrice de l'Union européenne, Messieurs l'ambassadeur du Portugal, Mesdames et Messieurs, chers amis, comme représentant de la Banque européenne d'investissement au Sénégal, c'est un vrai plaisir d'être aujourd'hui avec vous dans cette édition, la première édition africaine de Green Talks. Je voudrais remercier l'ambassade du Portugal et en particulier son ambassadeur, mon cher ami Victor, pour cette invitation. Avant de partager avec vous la contribution que la Banque européenne d'investissement pourrait faire éventuellement à tous les sujets de débat, je voudrais vous présenter une petite vidéo avec une contribution que la BOI a fait au Sénégal. Si vous le permettez, on va vous donner immédiatement l'écoute. Les gens encore, il y a ceux qui travaillent, ils sont leur métier, qui demandent l'électricité, ils sont obligés d'aller ailleurs
pour exercer leur métier. Mais s'ils avaient l'électricité, peut-être ils vont rester dans leur village et faire leur métier. L'arrivée du courant va nous faciliter le travail à l'école, d'autant plus que tout ce que nous faisons maintenant actuellement, on le fait à travers le courant, par le tirage des copies, les évaluations, les essais, la composition, tout se fait à l'électricité, avec les machines, la photocopie des textes, l'imprimante, tout ça maintenant. Donc ça veut dire que c'est un ouf de soulagement, qu'on se dit souvent. On est très content maintenant de savoir le laisser à l'école. À partir de 2014, Senelec a pu réaliser sa toute première centrale qui n'était que 2 MW. Par la suite, quand même, les choses vont aller encore très vite pour pouvoir aller vers le mix que les autorités avaient impulsé dès le départ. Donc aujourd'hui, on peut dire quand même que Senelec est résolument tourné vers les énergies renouvelables avec un taux d'insertion de près de 22% d'énergie renouvelable sur le réseau. Voilà, mesdames et messieurs, une petite vidéo d'un exemple de ce que la BOI peut contribuer dans les sujets de débat. Si vous le permettez, maintenant, nous avons préparé pour vous une série de slides, quelques slides pour aussi montrer d'autres exemples, pas seulement au Sénégal, mais aussi en Afrique, pour vous expliquer mieux l'activité de la Banque européenne en action. Je pense que voilà. Donc, on va vous parler de la Banque européenne d'investissement. C'est la banque de l'Union européenne. Comme vous le savez, une banque propriété des 27 États membres de l'Union, une banque aujourd'hui qui se dit la banque du climat. Le message clé pour vous, c'est la plus grande banque multilatérale du monde, y compris en termes de volume de financement en faveur du climat. La BOI s'agit d'une institution avec un objectif vraiment ambitieux, améliorer la qualité de vie de ces personnes et s'aligner avec les accords de Paris qui a été évoqué avant. Ils sont parfaitement compatibles, ces objectifs. Ensuite, on va vous montrer quelques exemples de ce que la BOI fait en Afrique et aussi au Sénégal. On mélange ici les langues, comme on voyait avant, l'anglais et le français. On a fait exprès pour vous montrer quelques exemples de la BOI en Afrique. Voilà une slide en anglais que je vais permettre vous guider en français. Un exemple sur les access to finance. Donc, vous voyez en haut à gauche une ligne de crédit avec Afreximbank, ligne de crédit de 200 millions d'euros que la BOI a fait avec une banque d'ambition africaine. 40 pays de l'Afrique sont bouclés par cette ligne, une ligne de crédit pour financer les PME privées dans toute l'Afrique. En haut à droite, vous voyez un exemple d'une intervention sur l'énergie. Comme vous l'avez vu dans les vidéos, c'est toujours une vision d'énergie verte, d'énergie durable, renouvelable. Dans ce cas, un prêt de 72 millions d'euros en Kenya pour l'extension d'un plan de génération géothermale, Onkaria Geothermal Power Plant. En bas à gauche, vous voyez une intervention de la BOI en Zambie, Lusaka Sanitation Program, un programme de 102,5 millions d'euros en Zambie pour 2 plans de traitement des eaux usées.
En bas à droite, vous voyez un exemple déjà sénégalais sur le transport. Qu'est-ce que ça veut dire pour le BOI en transport durable? Voilà un exemple, le BRT, Bus Rapid Transit. 80 millions d'euros que la BOI va mettre pour une ligne de 18,4 km, 23 stations pour couvrir l'arrêt urbain de Dakar. 141 bus articulés, ils vont rouler prochaine année, Inch'Allah, au Sénégal. Et en bas, vous voyez des interventions en Afrique de la BOI sur le volet qui a été évoqué de l'agriculture. À gauche, vous voyez Kulima Access to Finance, 25 millions d'euros de prêts avec 14 millions d'euros de dons que Malawi, la BOI et l'Union européenne ont fait pour augmenter les capacités des banques locales pour prêter aux agriculteurs locaux dans la chaîne de valeur de l'agriculture. À droite, un autre exemple, cette fois en Kenya, Kenya Agriculture Value Chain Facility, 50 millions d'euros, cette fois avec 10 millions d'euros de dons de l'Union européenne, que dans un blending, il a donné aux banques locales, encore une fois, la capacité pour identifier des projets bancables dans l'agriculture, dans les petits et moyens producteurs. Si vous le permettez, mettons le slide en français pour le Sénégal. Quelques exemples que la BOI a fait au Sénégal. Je pense que ça montre très bien la philosophie de la BOI dans les sujets qu'il s'agit de l'économie verte. En haut à gauche, vous voyez Access to Finance, encore une fois, sur les microfinances. Notre partenaire au Sénégal, Baobab Sénégal, a reçu de la BOI l'année passée 7 millions d'euros d'investissement de capital qui va bénéficier en 17 200 nouveaux prêts de petits et moyens et micro-entrepreneurs au Sénégal. En haut à droite, vous voyez un projet phare de la BOI, s'appelle Sénégal Déchets Solides. On va prêter 50 millions d'euros au gouvernement pour faire une gestion intégrale des déchets solides couvrant le nord à Saint-Louis, le centre à Thiès et la Casamance. 3,2 millions de personnes vont se bénéficier de ces projets. En bas à gauche, une intervention de la BOI sur le domaine de l'eau. 64,5 millions d'euros dans le projet Sénégal eau potable, un projet signé devant tous les ambassadeurs de l'Union européenne il y a quelques semaines à Dakar. Saint-Louis, Kaolack et Kolda vont être branchés à travers le financement de la BOI et 1 million de personnes vont bénéficier de l'accès à l'eau potable. En bas à droite, une intervention vraiment emblématique de la BOI en temps de la pandémie COVID. On a financé un investissement à capital risque en partenariat avec l'Institut Pasteur de Dakar pour la production de dispositifs de diagnostic COVID-19 pour toute l'Afrique subsaharienne. Voilà les exemples de l'intervention de la BOI. Et maintenant, pour l'avenir, je vous dis que pendant les 56 ans que la BOI a travaillé dans le Sénégal, notre compromis, c'est de continuer à appuyer le Sénégal, en particulier dans ces défis de l'agenda climatique. Si vous le permettez, les avantages de la BOI, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais rapidement, il s'agit d'un financement extrêmement exclusif, des prix très attractifs, un effet catalytique de signalisation pour nos clients. Nous finançons de long terme et toujours de très long terme, monnaie locale avec d'assistance technique, 60 ans d'activité de la BOI dans l'Union européenne et hors l'Union européenne, et un partenaire de long terme qui diversifie les sources de financement. Je vous remercie pour cette attention à les activités de la BOI au Sénégal et je me permettre maintenant de retourner à la mission et passer rapidement, selon les programmes des organisateurs, à la partie questions et réponses. Si vous le permettez, les organisateurs viennent de recevoir des questions très intéressantes que je voudrais passer aux différents interlocuteurs. La première question qu'on a reçue, c'est une question, pardon, deux questions en fait pour M. Luis Figo, le directeur de la Fondation Luis Figo. The first question is in English, so you allow me to say this question was received from Philippe Pavarella,
fonctionnaire de la Banque du Portugal. And Filipa is asking Luis how someone who lived in a world-class career in sports did become interested in sustainability and green social responsibility projects. Over to you, Luis. Well, I believe that sport is an essential tool to create bonds amongst different people and to avoid social exclusion. Today, more than ever, environment concern and sustainable investment are an essential vehicle, not only to create a sustainable civil society, but also to cement the future for young people. The younger generation should look to their idols, the reference and the examples as a standard to follow, I think. That is why the behavior inside and outside the sport context should be exemplary, to create the actions that promote the well-being of your target audience, of course. So that's what I try to do it with the generation that I follow. It's extremely important to bust the myth that sustainable does not generate profits. The green perspective and the ecological transition are a duty to that must be fulfilled. Environmental policies must be respected and combined with the well-being of the population. So we have to take care of our planet, not only for these days, but for the future, for our kids, for our young generations. So it's something that we have all to take care of that. Thank you for that, Luis. We have another question for you, this time from Américo Bento. Américo, fonctionnaire de l'Agence nationale de Agência Nacional de Inovação de Portugal, is asking, what have you learned as a player that you have carried over into your business career? Over to you, Luis. Well, I always try to apply what was the values that I learned in football, like hard work, like dedicate, devotion, all these values. I think I learned and helped me through my life. You can apply these values in all areas in your life, and I born and I grow with these values in my first club. That is work, dedication, devotion, and glory. So I think you have to pass in all these phases to achieve your goals. Because in life, I think nothing, in my case, nothing or no one give me nothing for free. So I have to work hard to sacrifice, to have the knowledge. Because if you don't have the talent, if you don't have the knowledge in the areas that you work or you prepare for life or you want to initiate, I think it's much more difficult to have the success and to fulfill your goals. So I try to do it that in the different areas, not only in football, but the different areas that I try to do or to achieve or to plan to invest and to be present. Thank you, Luis. That was remarkable. I like very much work, dedication, and glory. Thank you. Est-ce qu'on peut passer à une autre question très intéressante qu'on vient de recevoir de la part de M. Abassi Diallo, qui travaille dans les ports de Dakar, au Sénégal? C'est une question dirigée à M. Francisco André, secrétaire d'État des Affaires étrangères de Portugal. Comment est-ce que c'est Dakar Green Talk ouvre-t-il la porte, la voirie, au forum de haut niveau Union européenne-Afrique sur l'économie et l'investissement vert? S'il vous plaît, Monsieur le secrétaire d'État. Merci Ramon. Je vais répondre cette fois en anglais.
Well, first of all, let me take the opportunity to thank once again the organization of this Green Talk. This is the perfect example of what we want to achieve, which is a structured dialogue between African and European businessmen, entrepreneurs, representatives of civil society, universities, and even governments. The relationship with this first Green Talk and the forum that will take place on the 23rd of April in Lisbon is that we are today paving the way to arrive in Lisbon on the 23rd with already concrete measures, proposals, and answers for the subject that we are discussing today. As all the speakers before me said, the green investment is important, is crucial for the development of our two continents, and it's profitable. It creates jobs. It gives an answer to the climate emergency that we are living. And we don't see any other alternative than to join all our efforts, work side by side, the two continents, to overcome this enormous challenge that we have ahead of us. And this is why it was very important to start today here in Dakar with this, once again, very good organization, very good speakers, to whom I would like to thank all of you, my colleague, Secretary of State, Professor DB, you, Ramon, Ambassador Vitor Sereno, and of course, Luis Figo and Vils, as I said before, two remarkable and prominent figures of our European and African society, known in both of the continents. And I would like also to thank them for taking part of their time to present here, not only their testimony, but also their view of what we can do together. So thank you all once again, and to answer on the most simple way the question that was posed now. This is the first of many talks and many solutions and proposals and views that we heard here today that will pave the way for also our leaders to pave the way for their reflection on the 23rd of April here in Lisbon. Thank you very much once again. And thank you, before closing, thank you very much once again to our colleague and also my dear friend, Ambassador Vitor Sereno, for all the effort that he put here today. Thank you. Thank you very much indeed, Mr. Secretary of State. I think we are running out of time according to the organizer, so I am passing over to Joao. Merci. Merci encore à tous nos orateurs et au public qui a suivi en direct ce Dakar de Green Talk. Je me permets de vous rappeler que ce cycle de Green Talks a pour point final le forum de haut niveau Union européenne-Afrique sur l'investissement vert le 23 avril 2021. Vous êtes donc tous invités à Lisbonne le 23 avril. Merci, muito obrigado. Merci, au revoir.